Donc on va commencer par les organes génitaux internes de l'homme, et notamment, donc on va faire, en gros, pour vous résumer l'histoire, on va faire le trajet des spermatozoïdes de la fabrication dans le testicule jusqu'à l'arrivée au niveau des canaux éjaculateurs. Et après, on verra dans la deuxième heure toute l'anatomie de l'appareil externe, donc tout le pénis et les corps érectiles, dans la deuxième partie. Alors, le testicule, pour commencer, on va faire un peu comme il y a 15 jours, c'est-à-dire morphologie externe, morphologie interne, vascularisation, rapport, toujours le même détail pour chaque partie. Le testicule, pour les grandes notions, c'est un peu comme le rein, c'est-à-dire que c'est une glande amphicrine, comme on en avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire qu'elle va avoir une fonction exocrine, qui est la fabrication des spermatozoïdes, et une fonction endocrine, qui est la sécrétion de testostérone. Du coup, alors, je ne sais pas si ça suit jusque-là. Ça va être un bordel. Du coup, le testicule, pour faire simple, on va faire la morphologie externe sur une vue latérale, puis après sur une vue médiale. Sur la vue latérale, donc en vue latérale, on va faire la description du testicule droit. Ce qui est crânial, donc le haut, c'est-à-dire le haut du tableau, et comme là sur le testicule droit et sur le versant latéral, l'avant est de ce côté-là. Alors, le testicule droit, il a une forme globalement ovoïde, le testicule gauche aussi, avec un grand axe qui est orienté plutôt vers le bas et l'arrière. Il a un pôle supérieur, et une forme ovoïde, il a un pôle postérieur, un pôle inférieur et une partie antérieure. Donc il a une forme globalement d'œuf. C'est une consistance assez ferme et élastique. C'est assez sensible à la palpation, les messieurs pourront confirmer. Et c'est coiffé par ce qu'on appelle l'épididyme, qu'on va tout de suite redessiner. Donc c'est une espèce de casquette qui coiffe le testicule. Et cet épididyme se prolonge au niveau du pôle inférieur par un canal qu'on verra mieux sur la vue médiale, qui est le canal déférent. Hop. Donc ça, c'est pour l'orientation, l'anatomie générale du testicule. Dans les dimensions, il fait environ 4 cm de grand axe, et en épaisseur, il fait environ 2-3 cm d'épaisseur, pour un poids moyen qui fait environ 20 grammes. L'épididyme qui coiffe le testicule, il est relié à l'albuginée, enfin au testicule en lui-même, par ce qu'on verra sur la morphologie interne, un espace qu'on appelle le mésorchium. Le mésorchium, ça sert à quoi? Ça sert à faire communiquer le testicule, donc le lieu de fabrication des spermatozoïdes, avec le début des voies spermatiques, c'est-à-dire ce qui va acheminer les testicules vers le canal éjaculateur, et ça commence notamment au niveau de l'épididyme. L'épididyme, d'ailleurs, en lui-même, la casquette qui est ici, l'épididyme, il fait en longueur 5 cm. Alors, je vous rassure, sur le diaporama que vous ne voyez pas, mais que vous verrez à la fin, les mesures, elles sont notées, donc ce sera plus simple pour vous que de tout gratter ou faire un peu. Donc là, c'est sur la vue latérale, il n'y a pas grand-chose de particulier, si ce n'est que de manière inconstante, mais néanmoins très fréquente, il y a ce qu'on appelle un idatide appendu au testicule. Alors, l'inatide, c'est un reliquat embryonnaire du mésonéphros, c'est des petites appendices borgnes. Il peut y en avoir une appendue à la tête de l'épididyme, une appendue au testicule. C'est des phénomènes inconstants, c'est complètement inutile, ça ne sert à rien, mais c'était ce qui reliait le testicule au mésonéphros avant dans la période fétale. Ça peut... Alors, oui. Ah, idatide. Comme ça. Donc il y en a un qui peut être appendu à la tête de l'épididyme, un au testicule. C'est des appendices qui n'ont aucune utilité, par contre qui en pratique clinique peuvent être des signes des diagnostics différentiels de la torsion du testicule, parce que le testicule peut se tordre sur lui-même, on verra ça tout à l'heure, ce qui est une urgence médicale, et les idatides, qui sont appendus à la tête, peuvent aussi se tordre, et c'est extrêmement douloureux, à tel point que ça peut donner des douleurs comparables à celles d'une torsion testiculaire. Donc le diagnostic est quasiment impossible à faire entre la différence entre une vraie torsion et une torsion d'idatide, donc souvent on le découvre dans le bloc opératoire, quand on essaye de détordre le testicule et qu'on se rend compte que c'est l'idatide qui est tordu. Le testicule, à son pôle inférieur, il est relié à la peau scrotale par un ligament qu'on appelle le ligament scrotal. Le ligament scrotal, c'est quoi? C'est un vestige de la descente du testicule. On verra ça sur le diaporama du coup tout à la fin, on refera
tout le récapitulatif, mais ce ligament, en fait, c'est le résidu de ce qu'on appelait le gubernaculum testis. Le gubernaculum testis, c'est quoi? C'est un ligament qui relie le testicule, qui, quand on l'avait vu l'appareil urinaire la dernière fois, je vous avais dit, le testicule, il se forme en région lombaire, juste en dessous du rein, et après il descend pendant la vie fétale pour aller se placer au niveau du scrotum. Et ben, ce qui guide la descente, c'est ça, c'est le gubernaculum testis, qui, une fois à la naissance et à l'âge adulte, se densifie en ligament, et c'est ça qu'on appelle le ligament scrotal, et c'est un reliquat du gubernaculum testis. Ce ligament, quand il est insuffisamment présent ou quand il n'est pas présent ou qu'il a complètement résorbé, c'est ça qui peut expliquer les phénomènes de torsion. Quand le testicule peut tourner sur lui-même, souvent c'est parce que ce ligament ne tient pas assez bien le testicule au fond du scrotum, et donc le testicule, comme un ballon de cloche, peut tourner sur lui-même et donner des torsions, ce qui peut être extrêmement grave parce que ça peut, en moins de 6 heures, donner une nécrose complète du testicule. Donc à ne pas négliger. Alors, ça c'est pour les grandes lignes. Jusque-là, rien de bien compliqué. Le testicule et l'épididyme, les enveloppes sont ce qu'on appelle l'albuginée du testicule. C'est un peu comme le rein avec sa capsule. Il y a une albuginée qui recouvre l'ensemble du testicule. Cette albuginée du testicule et de l'épididyme est également recouverte par une autre membrane qu'on appelle la vaginale testiculaire. Alors sur la face latérale, la vaginale testiculaire, elle recouvre tout l'épididyme et tout le testicule. Donc c'est ce que je vous représente ici en violet. Donc la vaginale testiculaire sur une vue latérale, elle recouvre l'ensemble du testicule et de l'épididyme. Alors qu'en vue médiale, on verra quand on fera le schéma suivant, elle va recouvrir que partiellement. Mais si on regarde sur le bord latéral, la vaginale testiculaire, elle recouvre l'ensemble du testicule et de l'épididyme. À savoir que quand même, quand elle recouvre la vaginale testiculaire, quand elle recouvre l'épididyme et le testicule, elle le fait de manière différenciée, ce qui fait qu'ici, il y a un espace entre le testicule, ce que je représente par cette flèche, un petit peu en pointillé. On peut passer entre le testicule et l'épididyme. La vaginale n'est pas en continuité complète entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un espace de glissement entre la vaginale qui recouvre l'épididyme et la vaginale qui recouvre le testicule. Cette vaginale présente des épaississements à ce niveau et ici. Donc le ligament épididymaire supérieur qui est ici et le ligament épididymaire inférieur qui est là, qui permettent de renforcer l'attache de la vaginale entre l'épididyme et le testicule au bord supérieur et au bord inférieur. Ça, c'est pour la vue latérale. On va faire la même chose sur la vue médiale. Et je vais devoir lâcher le micro, donc je vais essayer de parler plus fort. Alors, sur la vue médiale, du coup, l'âge du testicule, il est dans l'autre sens. Toujours pareil, le pôle supérieur, la face antérieure, le pôle inférieur. Hop. En haut, l'épididyme. Qui se prolonge par le canal déférent. Donc là, sur la vue médiale, évidemment, le canal déférent passe devant le testicule à cette face-là. Le contour. Hop. On va remettre juste le rappel du ligament. Donc le gubernaculum testis, le ligament scrotal à l'âge adulte, et de ce côté-là, la vaginale testiculaire va recouvrir partiellement la tête de l'épididyme et une partie du testicule, mais sans recouvrir le canal déférent. D'accord ? Voilà. Donc ici, vous avez la vaginale testiculaire qui recouvre en partie le testicule et la tête de l'épididyme. Alors, l'épididyme, du coup, si on parle de tête, c'est qu'on en délimite quand même plusieurs parties. L'épididyme, globalement, vu qu'il y a une tête, le corps et la queue de l'épididyme, qui sont tout en un cercle, qui se prolonge ici. Alors ici, c'est ce qu'on appelle l'anse épididymo-déférentielle, la jonction entre la queue de l'épididyme et le conduit déférent
s'appelle l'anse épidydymodéférentielle, c'est la fonction entre les deux, sinon c'est tête, corps et queue. Juste pour préciser, mais la tête de l'épididyme est plus large que le corps et elle-même plus large que la queue de l'épididyme. Globalement, on a 1 cm de largeur au niveau de la tête de l'épididyme, on a 0,5 cm au niveau du corps et on a 2 à 3 mm d'épaisseur au niveau de la queue de l'épididyme. Et le canal déférent en lui-même, il a une épaisseur d'environ 2 mm. Donc ça c'est pour la vue latérale. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur la vue latérale. La seule petite distinction, c'est vraiment que la vaginale testiculaire, elle va recouvrir complètement la face latérale et en partie la face médiale. Ce qu'il faut essayer de comprendre, mais on le verra mieux sur le schéma d'après, c'est que la vaginale testiculaire, quand elle s'arrête à la face médiale, elle va se réfléchir et donc il y aura un feuillet qui est collé sur le testicule et un feuillet qui vient englober et qui fait tout le tour du testicule. Donc ça fait comme un sac plastique dans lequel il y aura un peu d'eau. On verra ça sur la coupe interne, on verra, c'est plus facile de comprendre qu'il y a 2 feuillets. Mais globalement, il faut comprendre que le feuillet, il colle au testicule, puis après il se réfléchit vers vous avant de refaire un demi-tour pour retourner emballer le testicule. Ok ? Donc il y a 2 feuillets à la vaginale. Alors pourquoi ça s'appelle vaginale ? Ça vient pas de vagin, ça vient de vagina en grec qui veut dire la gaine, donc la gaine testiculaire. C'est pour ça qu'on appelle ça la vaginale. Ça, c'est pour la morphologie externe. On va passer à la morphologie interne du testicule pour voir un peu la composition de l'intérieur du testicule et de l'épididyme, comment c'est segmenté, comment ça marche, et après on passera à sa vascularisation. Je sais pas si j'avais rien oublié de vous dire sur ça, mais je pense pas. Du coup, on va passer. On va finir le tableau. Ça va, vous m'entendez sans micro quand même ? Donc pour la morphologie interne, on va rester sur les vues médiales et on va couper en 2 le testicule pour l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on reprend exactement le même dessin avec la forme ovoïde du testicule. Ah oui, non, d'ailleurs, ça c'est comme ça. On va pas voir sur le système. Donc là, on va tracer le contour de l'abuginée du testicule. Donc l'abuginée testiculaire et épididymaire, elle est assez épaisse. Au niveau du pôle supérieur, hop, et au niveau du pôle inférieur. Donc ça, c'est la l'abuginée du testicule, qui laisse une ouverture ici, et c'est ça que vous appelez le mésorchium. C'est l'ouverture qui va laisser passer les tubules séminifères et les bicules efférents vers le conduit épidydymère, qu'on va voir juste après. En continuité de l'abuginée du testicule, vous avez l'abuginée de l'épididyme, donc ici qui va donner la tête, et qui va descendre pour donner le corps, la queue et l'anse épidydymodéférentielle que volontairement je vais la détacher un petit peu du testicule. Normalement c'est beaucoup plus collé que ça, mais c'est pour que les enveloppes vous paraissent tout ça. Okay. Donc cet espace-là, c'est ça qu'on appelle le mésorchium testiculaire. Sous l'abuginée, vous avez tous les conduits, alors là je leur présente vraiment en filigrane, toute la partie vascularisation interne, donc les artères et les veines testiculaires, se développent en réseau sous l'armature de l'abuginée du testicule. Ça c'est beaucoup moins important à savoir. Par contre, à l'intérieur, l'abuginée va donner des émanations qui vont cloisonner le testicule en septum. Ces septums, ça va laisser des espaces, et entre les septums, c'est ce qu'on appelle des lobules testiculaires. D'accord ? Les lobules testiculaires, il y en a environ 200 dans un testicule. 200 lobules, donc les lobules, c'est les espaces. Vous voyez que les lobules testiculaires ne vont pas jusqu'au mésorchium, ils s'arrêtent pour délimiter un espace virtuel ici, qui formera ce qu'on appelle le rété testis. On va voir après, donc dans les lobules séminifères, qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a 2 choses. Dans les lobules séminifères, c'est là se passe la fonction endocrine et exocrine du testicule. À l'intérieur des lobules, vous avez dans chaque lobule, donc il y en a 200, 1 à 4, qu'on appelle
conduit séminifère contourné. Et donc il y en a un à 4 par lobule. Donc c'est maximum 800, on a 200 lobules par testicule. C'est déjà pas mal. Par exemple. Ces tubes séminifères contournés se finissent au sommet d'un lobule par un tube séminifère droit. D'accord? Il y en a un dans chaque lobule. Et ces tubes séminifères droits vont se prolonger au niveau du rétépestis dans un réseau très complexe et anatomique qu'on appelle le rétépestis. Donc ça, c'est un réseau très largement anatomisé qui est la réunion de l'ensemble des tubes séminifères droits qui sont eux-mêmes issus des tubes séminifères contournés. Ce rétépestis se prolonge à la fin par ce qu'on appelle des ductules efférents. Donc ces ductules efférents, il y en a un à 8 et ça va rejoindre les voies qu'on appelle les voies spermatiques. Et globalement, ça va aller se prolonger au niveau du conduit urinaire que vous avez fait juste après. Okay. Donc, dans le lobule, vous avez 1-4 tubes séminifères contournés qui s'unissent au sommet par un tube séminifère droit, qui ensuite donne un réseau très anatomique qu'on appelle le rétépestis, et ensuite les ductules efférents. Tout ça, c'est pour la fonction exocrine du testicule. C'est-à-dire que les spermatozoïdes vont se fabriquer le long des tubes séminifères contournés, finir dans le tube séminifère droit, arriver dans le rétépestis, continuer leur progression au niveau des ductules efférents, avant de rejoindre ce qu'on appelle le conduit épididymaire. Alors, le conduit épididymaire, c'est un conduit qui est très au sein de l'épididyme. À tel point que le tube contourné épididymaire, donc il se finit après au niveau du canal déférent, mais le conduit épididymaire, en longueur totale, si on le sort d'épididyme et qu'on le déplie complètement, il fait 4 à 6 mètres de long. D'accord? Donc dans 5 cm d'épididyme, vous avez un canal qui fait 4 à 6 mètres de long, tellement il est contourné en accordéon sur lui-même. Et ça, le conduit épididymaire, c'est le début de ce qu'on appelle les voies spermatiques. C'est-à-dire que là, on sort du testicule et les voies spermatiques, ça sert à quoi? Ça sert à acheminer les spermatozoïdes jusqu'au carrefour urogénital pour l'éjaculation, pour permettre la fécondation. Ok? Alors, ça c'est pour la fonction exocrine. Dans les lobules, entre les tubes séminifères contournés, vous avez des tissus conjonctifs dans lesquels se trouvent ce qu'on appelle des endocrinocytes. Mais bon, globalement, il y a une cellule qui nous intéresse à l'intérieur, c'est les cellules de Leydig. Si vous n'avez pas du tout l'appellation, ça c'est des cellules. Cellules de Leydig. Cellules de Leydig, à quoi ça sert? Ça sécrète la testostérone. Donc ça c'est pour la fonction plus endocrine du testicule. Ok? Donc ça, c'est pour la partie morphologie interne du testicule. Avant de passer à la vascularisation, on va voir un peu quelques rapports du testicule. On va replacer la vaginale testiculaire pour que vous ayez bien une idée compris qu'il y a bien deux feuillets, et voir un peu les enveloppes qu'il y a autour du testicule jusqu'à la peau. Parce que là, vous avez l'albuginé du testicule avec ses lobules, les tubes séminifères, les conduits épididymaires. Donc ça, c'est la morphologie interne. Et on va rajouter les épaisseurs qu'il y a autour jusqu'à la peau pour que vous compreniez qu'il y a des enveloppes. Ce qui est important à comprendre dans le testicule, c'est que, vous vous doutez, s'il est dans le scrotum, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est pour qu'il soit à température un peu amoindrie. Il doit fonctionner à 35 degrés, un testicule. S'il a une température plus élevée que 35 degrés, la spermatogénèse, qui se fait dans les tubes séminifères, ne se fait pas bien, ne se fait pas du tout, et il n'y a pas de fabrication de spermatozoïdes. Autre chose, vous allez voir que le testicule, il a environ 7, alors c'est pas des auteurs, mais entre 7 et 8 enveloppes, on va les voir juste après. À quoi ça sert d'avoir autant d'enveloppes? C'est surtout pour pouvoir faire des échanges thermiques. Le principe, c'est que le testicule il doit être tout le temps à 35 degrés. Qu'il fasse moins 10 dehors ou 40 dehors, le testicule doit essayer de rester homogène à 35 degrés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enveloppes et qu'il y a beaucoup de vascularisation autour du testicule. C'est pour pouvoir faire des échanges thermiques qui permettent de diminuer ou d'augmenter la température du testicule. Alors, on va remettre la vaginale du coup testiculaire, donc l'enveloppe qu'on avait mis en violet sur les schémas d'avant. Comment
on l'avait vu sur la vue médiale, la vaginale, elle s'arrête au niveau de la tête de l'épidémie, elle ne va pas recouvrir la partie inférieure. Donc si on remet le feuillet viscéral de la vaginale, il est collé à l'albuginée du testicule, et quand il arrive au niveau du conduit canal épidémiaire, canal déférent, il fait tout. Pour aller se réfléchir avec l'autre côté. Donc, l'autre côté, on a vu que le canal, enfin l'albuginé recouvrait la tête et après il s'arrête. Donc même chose, il demi-tour, il se réfléchit et il rejoint le mollet profond latéral. Donc ici, vous avez un espace qui est la cavité vaginale testiculaire, entre les deux feuillets de la clinique vaginale. Et vous voyez bien que toute la partie corps de l'épididyme, que de l'épididyme, et après qui est que le canal déférent, n'est pas recouvert par l'enveloppe de la vaginale. Cet espace de vaginal testiculaire peut contenir du liquide, et quand il est en trop grande abondance, ça donne une augmentation du volume au niveau du testicule. Alors, c'est pas vraiment le testicule en lui-même qui augmente de volume, c'est-à-dire c'est les enveloppes et le liquide qui créent cette augmentation de volume, et c'est ce qu'on appelle une hydrocèle. C'est une pathologie très fréquente chez les hommes, notamment plus âgés, avec une augmentation du volume de la bourse. Mais c'est uniquement du liquide, c'est-à-dire qu'il y a un des critères pour faire les diagnostics assez simple, c'est de mettre une lumière collée à la peau du testicule et que la lumière traverse, parce que c'est du liquide, ça donne comme du liquide. Et donc ça, c'est un des diagnostics pour faire le diagnostic de l'hydrocèle. Donc ça, c'est pour la vaginale testiculaire. Donc là, vous voyez, vous avez albuginé, feuillet viscéral, feuillet pariétal de la vaginale. Et ça, la vaginale testiculaire, je vous avais expliqué dans le cours d'avant, que le rein se formant au niveau du rein, il descend pour aller se mettre dans le scrotum. Et en descendant, il va embarquer avec lui plein de couches de la paroi abdominale. C'est-à-dire que comme il va descendre, il va traverser les muscles de la paroi abdominale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une cours sur ça d'ailleurs. Je ne sais pas, le canal abdominal, ça vous dit quelque chose? Bon, on va faire plus tard. Mais en traversant le canal abdominal, il va traverser le péritoine. Et donc, le reliquat du péritoine, c'est la vaginale. Il va traverser le fascia transversalis et muscle transverse, et ça va donner un reliquat qu'on appelle le fascia spermatique interne, pardon. Donc ça, c'est le fascia spermatique interne. Qui lui enveloppe complètement. Quand il va descendre, il va emmener avec lui des fibres du muscle oblique interne et transverse, donc du tendon conjoint. Et ça, vous avez quand même encore vu ce que c'est, mais ça va donner ce qu'on appelle le muscle crémastaire. Donc le muscle crémastaire qui lui s'arrête au niveau du pôle inférieur des enveloppes testiculaires. Le muscle crémastaire, si vous ne voyez pas à quoi il sert, c'est le muscle qui sert à remonter le testicule en cas de contraction. Il y a aussi un réflexe, qui est le réflexe crémastérien, c'est-à-dire qu'on stimule la peau du scrotum, alors le testicule remonte. Ça s'appelle le réflexe crémastérien et c'est lié à la contraction de ce muscle-là. Ensuite, il va embarquer avec lui un feuillet de l'oblique externe, donc encore un muscle de la paroi abdominale, et ça va former le fascia spermatique externe. Autour du fascia spermatique externe, vous avez encore une couche musculaire, donc qui elle est solidaire de la peau, c'est ce qu'on appelle le muscle dartos, que vous représentez en pointillé. Le muscle dartos, c'est ce qui donne l'aspect plissé de la peau du scrotum. D'accord? Ce que je vous représente là, c'est la peau du scrotum en forme un peu plissée. Pourquoi la peau du scrotum elle est plissée? C'est uniquement sur l'action du muscle dartos qui va permettre à la peau. En fait, il faut bien comprendre que le testicule, comme il peut descendre et remonter sur l'action du crémastaire, si la peau était figée, comme sur notre endroit par exemple, il n'y a aucune élasticité, le testicule ne peut pas bouger. Donc le fait d'avoir un aspect d'activité et un muscle dartos, ça permet que quand le testicule descend, la peau se relâche, et quand le testicule remonte, la peau se plisse pour suivre le mouvement. C'est pareil à plein d'endroits du corps. Vous avez un muscle au niveau du cou, le platysma par exemple, qui permet que vous puissiez baisser et lever la tête. Là, c'est parce que le muscle tend et se détend pour tendre ou détendre la peau en fonction des mouvements. C'est pareil au niveau de la peau du pénis au mouvement de l'érection, qu'on verra tout à l'heure. Il y a aussi un muscle dartos qui permet de suivre les allongements des corps érectiles. Voilà pour les enveloppes testiculaires. Vous voyez qu'il y a la peau, le dartos, fascia spermatique externe, muscle crémastaire,
fascia spermatique interne, vaginale et ses deux feuillets, albuginée testiculaire. Ça fait quand même pas mal d'enveloppes. Si on esquissait, alors on va pas faire de l'autre côté en entier, mais si on esquissait globalement ici la racine du pénis qui serait tout là-haut, c'est pas grave, il faut imaginer qu'il y a un septum, d'accord, qui cloisonne les deux enveloppes testiculaires. Là, vous avez la peau du scrotum qui donne un raflé mésio-milieu et qui va se prolonger de l'autre côté. Et vous avez un septum entre les deux testicules qui fait que les deux testicules ne peuvent pas communiquer avec l'autre, testicle droit peut pas aller à l'autre, testicle gauche peut pas aller à droite. C'est un septum entre les deux testicules. Ça va? Pareil, les enveloppes du testicule, elles seront sur le diaporama qui sera sur e-campus, qui sera d'ailleurs dès ce soir notamment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est déjà pas mal. Est-ce que ça va? Facile pour l'instant. Facile. Pour l'instant, on a vu le testicule. Ensuite, on va continuer le cheminement. Donc là, on a vu morphologie interne, morphologie externe du testicule, les enveloppes testiculaires et ses rapports, notamment avec le testicule et les enveloppes et le septum interscrotal entre les deux testicules. On va voir sa vascularisation et après on parlera du canal déférent avant d'arriver à la vésicule séminale, prostate, etc., etc. La vascularisation, alors on va faire ça sur un autre schéma je vais effacer le premier. On va remettre des éléments qu'on avait vus la semaine dernière. Pour la respiration du testicule, on va remettre en place l'axe vasculaire qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire l'arc abdominal qui passe sous le ligament lésion, qui divise en l'artère commune droite et gauche, on va s'en faire juste au côté droit, qui se prolonge par l'artère iliaque externe et l'artère iliaque externe. En dedans lesquels vous avez les veines, externe, veine interne, veine commune, droite et gauche, et la veine cave intérieure. Ici, vous avez le passage sous le ligament arqué médian. Et ici, vous avez l'hiatus de la veine cave inférieure qui peut s'ouvrir. Ok? Ça va, vous vous souvenez de tout ça? Ouais, c'est pas si vite. Hop. Ici, on va remettre juste quelques rappels sur les veines rénales. La veine gauche, la veine droite, la veine gauche qui est plus longue que la veine droite. On va remettre rapidement les relevés adhérents. Ici, sur l'endroit, avec ici son fil et l'urétère qui, à droite, passe le vaisseau iliaque externe avant de se tourner pour rejoindre la vésicule, la testicule. Il y a 15 jours. Donc ici, j'ai arrêté la veine ici, mais vous vous souvenez que la veine passe devant le vésicule et ici, on est un peu. Un peu plus haut, situé que bras droit. Là, vous aviez le repère du tronc cœliaque. Ici, en bas, vous aviez le repère de l'artère mésentérique supérieure. Et ici, vous aviez l'artère mésentérique inférieure. Et ici, on va mettre en relief un peu rapidement les artères vénales. Et gauche, à peu près en L1 au même niveau de l'artère mésentérique supérieure. Ok? Bon, pourquoi je vous mets tout ça rappel là? C'est parce que le testicule, comme il se forme dans la région lombaire,
il va recevoir une vascularisation qui vient à peu près de ce niveau-là. Ici, on va juste remettre le schéma rapide du testicule pour voir l'arrivée des vaisseaux. Là, ça va, c'est des trucs qu'on avait vus la semaine dernière. Le testicule il va recevoir sa vascularisation par 3 pédicules différents. Donc il y a 3 artères, 3 pédicules vasculo-nerveux qui vont vasculariser le testicule. Ça, c'est important de le savoir, ça veut dire que si on abîme une artère testiculaire, il y a toujours possibilité de compensation par les 2 autres axes vasculaires. Ce n'est pas une vascularisation unique ou terminale. Le testicule, on avait vu il y a 15 jours que les artères gonadiques, gonade, c'est-à-dire l'ovaire chez la femme et donc le testicule chez l'homme, naissent à peu près en N2. Donc à peu près à ce niveau-là, à droite comme à gauche, et vont descendre pour aller rejoindre le canal inguinal, pour aller rejoindre le testicule. Par ailleurs, l'artère gonadique, quand elle croise l'urtère, on dit que c'est à peu près au niveau de L3, donc ça la sortie de l'artère inférieure, et elle va donner, comme on a vu il y a 15 jours, des rameaux qui vont vasculariser le canal déférent au plafond. L'artère gonadique passe devant l'urtère, à droite comme à gauche. Quand elle va arriver au niveau du testicule, on va la retrouver, donc elle va descendre dans le canal inguinal, et elle va venir dans ce qu'on appelle le cordon spermatique. Le cordon spermatique, c'est toute la réunion de toutes les enveloppes. Toutes les enveloppes autour du testicule se prolongent par un canal au-dessus qu'on appelle le cordon spermatique. Les cordons spermatiques, dedans, il y aura le canal déférent, des artères, des veines, des plexus veineux, nerveux et vasculaires. L'artère gonadique qui est en L2, on la retrouve à peu près ici. Elle arrive plutôt au pôle supérieur et antérieur du testicule et elle va donner un rameau épididymaire antérieur et un rameau épididymaire postérieur. Et enfin, par une branche moyenne, elle va donner un rameau antérieur et un latéral et un médial qui vont aller vasculariser le testicule. Donc ça, c'est pour l'artère gonadique qui est l'artère principale, on va dire, du testicule. D'accord? Puis on a deux, rameau épidymère antérieur, rameau épidymère postérieur et un rameau testiculaire. Ça, c'est le premier pédicule. Deuxième pédicule, c'est ce qu'on appelle l'artère du conduit déférent. L'artère du conduit déférent, on l'avait vu il y a 15 jours, c'est une branche directe de l'artère iliaque interne. Ici. Cette artère du conduit déférent, vous avez dit il y a 15 jours qu'elle participe avec l'artère auriculaire inférieure à la vascularisation de la partie postérieure de la vessie, de la vésicule séminale, de la prostate, etc. Et dans cette artère du conduit déférent, elle va se réunir donc la partie postérieure de la vessie et elle va présenter ce qu'on appelle un rameau récurrent qui va suivre à l'envers le trajet du canal déférent qu'on verra tout à l'heure pour aller le suivre jusqu'au niveau du scrotum. Et donc ça suit le canal déférent et elle va se replier au niveau de l'anséquilibre différentiel pour rentrer au niveau de l'épididyme et s'anastomoses avec l'artère testiculaire au niveau de l'épididyme postérieur. Donc ça c'est l'artère du conduit déférent. Et enfin, vous avez un dernier rameau qui est ce qu'on appelle l'artère crémastérique. Alors, l'artère du crémastère, c'est quoi? Ici, il faut imaginer que l'artère iliaque externe, quand elle va traverser la lacune vasculaire, elle va sortir du petit bassin pour devenir artère fémorale, pour vasculariser la jambe. Avant de sortir du petit bassin, elle va donner une artère épigastrique. On appelle l'artère épigastrique inférieure. L'artère épigastrique inférieure, c'est une artère qui naît de l'artère fémorale qui va vasculariser toute la paroi antérieure de l'abdomen. Donc, on va passer tout le long de la paroi supérieure de l'abdomen. Et avant d'aller vers le haut pour rejoindre la paroi antérieure de l'abdomen, le ombilic, etc., elle va donner un rameau qui descend dans le canal inguinal, comme l'artère gonadique, et qui va rejoindre le testicule, et c'est ce qu'on appelle l'artère crémastérique. Alors là, elle est beaucoup plus postérieure, et elle va rejoindre le testicule au niveau de l'anséquilibre différentiel, et va aussi donner des rameaux pour la partie inférieure de la testicule. Ok? Crémastérique.
a l'artère testiculaire, l'artère du conduit déférent et l'artère prémastérique. Pourquoi? Parce qu'elle vascularise aussi le muscle prémastère, le muscle qu'on a vu tout à l'heure dans les enjeux du testicule. Ok? Ouais. L'artère prémastère, elle est postérieure à l'artère blanche. Épidydémo-différentiel. Donc ça, c'est pour les 3 rameaux de vascularisation artérielle du testicule. Le réseau veineux, comme d'habitude, c'est satellite des artères, c'est-à-dire que ça va rejoindre les artères, hop, et ça va suivre. Hop. Et faire 1 ou 2 veines par artère. L'artère principale, ça va être l'artère gonadique, on avait vu aussi la semaine dernière. Donc, elle vient se placer à côté de l'artère et au-dessus de l'artère gonadique. Elle va rejoindre à droite la veine cave inférieure directement et à gauche la veine rénale gauche. Excusez-moi de ce petit détail qu'on avait vu la semaine dernière. Détail qui a son importance parce que au niveau du réseau des veines gonadiques, ici vous avez un maillage très anastomosé qui forme ce qu'on appelle un plexus. Le plexus, c'est quand les veines se ramifient les unes avec les autres, ça fait une espèce de croisillon. Et ce réseau très anastomosé des veines, c'est ce qu'on appelle le plexus pampiniforme. Alors pourquoi il a un nom particulier et pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en pathologie clinique, le plexus pampiniforme, il peut se retrouver dilaté, c'est-à-dire c'est le principe des varices, qui sont plus fréquentes au niveau des jambes, mais les varices veineuses, ça peut arriver partout, notamment au niveau des veines testiculaires. Donc les veines testiculaires peuvent se dilater de manière très importante chez l'homme et donner ce qu'on appelle des varicocèles. Donc varicocèle, c'est la varice du testicule. Varicocèle, globalement, ça peut donner deux pathologies particulières chez l'homme. La varicocèle 1, ça peut donner des douleurs et des pesanteurs. Ça se rend plus à des pesanteurs dans le testicule chez l'homme. Ça arrive fréquemment chez les hommes jeunes, de 20 à 30 ans souvent. Soit parce qu'ils sont très sportifs et qu'en fin de journée, ils se rendent compte qu'ils ont une lourdeur permanente dans le testicule qui peut être douloureuse, et ça peut être dû à la dilatation du plexus pampiniforme. Et deuxième possibilité de découverte d'une varicocèle, c'est dans les bilans d'infertilité masculine, c'est-à-dire des patients qui n'arrivent pas à concevoir d'enfants. Parce que les varices testiculaires, le sang c'est chaud, donc ça réchauffe le testicule, c'est plus à prendre un et du coup ça altère les spermatogénèses. C'est beaucoup plus fréquent à gauche qu'à droite des varicocèles. Pourquoi? Parce que à gauche, le trajet de la veine gonadique est plus long. Vous voyez qu'à droite, ça rejoint la veine cave inférieure en L1, alors qu'à gauche, en L2, alors qu'à gauche, ça rejoint la veine rénale plutôt en L1, donc c'est un trajet qui est déjà plus long à parcourir. Et l'abouchement dans les veines n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à droite, la veine gonadique, quand elle rejoint la veine cave, c'est un trajet qui est direct et dans le sens de circulation du sang. Alors qu'à gauche, elle s'abouche quasiment en angle droit avec la veine rénale, et donc au niveau du flux sanguin, c'est pas un flux optimal pour permettre le retour du sang veineux, donc il y a beaucoup plus de varicocèles à gauche qu'à droite. Deuxième chose dans les varicocèles, mais ça c'est plus quand c'est chez l'homme âgé, tous les processus cancéreux ou tumoraux du rein gauche peuvent venir boucher la veine rénale gauche, et donc une varicocèle chez l'homme âgé, c'est toujours suspect de lésion du rein gauche. Parce que l'abouchement c'est là. Ok? Voilà, dernier détail sur la vascularisation, c'est plus la partie innervation végétative et le système lymphatique. Alors, l'innervation végétative du testicule, c'est uniquement un système nerveux autonome, parce qu'on s'en fout, mais ça n'a pas une grande importance. Par contre, la vascularisation lymphatique, ça c'est important, parce que le système lymphatique, c'est les voies de drainage préférentiel des cancers notamment. Et donc ça suit le réseau veineux. Et donc du coup, c'est que les ganglions qui viennent se drainer au niveau de la chaîne qu'on appelle le lobo aortique. Je ne vais pas trop sur le dessin, je pense comment vous le décrire autrement, mais globalement, c'est les ganglions qui sont reliés entre eux, qui servent à apporter les cellules de défense de l'organisme, et les lésions cancéreuses ont tendance à se drainer via ces réseaux-là. Et les testicules, ça veut dire, pourquoi c'est intéressant de savoir ça, que ça se draine dans le lobo aortique, c'est-à-dire que le testicule, si vous cherchez les ganglions en lien avec un cancer, vous ne les trouverez pas autour du testicule. Les ganglions pathologiques, ils sont directement au niveau de la roue, donc bien profond au niveau du ventre, donc on ne les sent pas. Donc il n'y a pas de palpation des ganglions possibles pour le testicule.
pour ça qu'on fait jongler les scanners la plupart du temps. Et le système lymphatique, comme tout le côté inférieur du corps humain, se draine in fine dans ce qu'on appelle le canal thoracique, dont vous avez parlé il y a 15 jours. Ça va? Bon, pour le testicule, on en a fini. On va passer à la partie du canal déférent, donc qui est la prolongation de l'anse épididymodéférentielle et qui est le prolongement des voies spermatiques qui permet d'acheminer